Merci Emmanuel, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre que je suis ravi d'animer pour au moins deux raisons. D'une part, parce que c'est la première fois que je viens à Mâcon, je vous jure que c'est vrai. C'est les Parisiens qui ont toujours du mal un peu à sortir de chez eux, ça je sais que c'est un énorme défaut. Donc je suis ravi d'être là et ravi de vous voir. Et évidemment ravi de discuter avec Caroline Emke et Florence Aubenas, qui sont évidemment, vous le savez probablement déjà, deux grandes figures du journalisme européen. Allemand en l'occurrence pour Caroline et français pour Florence, même si elles ont traversé le monde, on va en reparler tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'elles se rencontrent, en fait, j'allais dire publiquement, mais même de manière intime, enfin privée, c'est jamais arrivé. Donc c'est quand même un peu, d'une certaine manière, un petit événement quand même. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que finalement tout dans leur vie respective aurait dû déjà les amener à se croiser. En l'occurrence, elles se sont croisées une seule fois. Elles n'en ont pas un souvenir très précis parce que ça remonte un petit peu à loin. C'était à l'époque où elles étaient toutes les deux reporters de guerre au Kosovo. Donc c'était à la fin des années 90, milieu des années 90. Et Caroline Emke, qui était à l'époque jeune journaliste, qui commençait, alors Florence était déjà une journaliste consacrée, déjà un grand reporter de guerre. Allez. Caroline nous disait tout à l'heure qu'elle avait été impressionnée par le fait de croiser Florence Aubenas. Voilà. Donc elles se sont croisées, mais elles ne se sont jamais parlé, elles n'ont jamais échangé leur expérience. Et ce qui est intéressant peut-être ce soir de voir avec elles, c'est précisément voir au-delà de leur personnalité, de leur spécificité, de leur culture nationale, de cette manière, qui est évidemment différente, peut-être, on en reparlera. Au-delà de leurs différences, on partage beaucoup de choses. De fait, un métier, le journalisme, c'est une évidence. Le récit, le goût du récit, elles ont toutes les deux écrit des livres, on en reviendra tout à l'heure, bien sûr. Le journalisme narratif, et d'une certaine manière aussi, au-delà de la pratique journaliste, l'envie aussi de comprendre cette pratique, comme ça, un retour sur soi, comme si finalement aussi, il ne suffisait pas de raconter le monde, il fallait aussi peut-être comprendre comment le raconter. Donc il y a une manière aussi de dialectique sur son propre travail. Je pense par exemple à un vieux livre qu'a écrit déjà Florence, qui s'appelle La fabrique de l'information, qui était une réflexion déjà sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui être journaliste. Voilà, et c'est une question qui est évidemment infinie et que les journalistes se posent peut-être pas suffisamment. En tout cas, c'est un geste intéressant. Et Caroline elle-même a, par sa formation, par son parcours de grand reporter de guerre, au Spiegel, à Die Zeit, etc., également eu une formation philosophique, parce qu'elle a une thèse de doctorat, elle a été élève de grands philosophes allemands comme Habermas, par exemple, et son dernier livre, dont il va être un peu question ce soir, Contre la haine, plaidoyer pour l'impur, que je vous invite à lire, qui est paru au Seuil l'année dernière, est un livre, de ce point de vue-là, assez passionnant, notamment il recourt à la théorie, à la réflexion philosophique, à des auteurs qui aujourd'hui pensent à la question de la violence au XXIe siècle. Donc on voit bien qu'elle est nourrie aussi par cette idée-là. Mais j'ai envie de dire que peut-être qui les rapproche peut-être le plus encore au-delà de tous ces traits communs, c'est peut-être une certaine, je disais tout à l'heure, peut-être une certaine idée du journalisme, mais peut-être c'est plus que ça, peut-être une certaine éthique du journalisme. Peut-être les mots un peu forts, on va voir, mais peut-être que c'est ambitieux de le revendiquer comme tel. Mais il y a chez elle, et je pense que c'est pour cadrer un peu la discussion important de le préciser, il y a quelque chose comme une sorte de souci comme ça du goût du détail, un souci d'être précis dans le fait de raconter le monde, de le décrire le monde et j'allais dire décrire les vies des autres. Il y a quelque chose qui est important, comme si finalement la précision, le détail, la proximité avec le réel, qui sont tous les deux leur tropisme à elle, était une manière peut-être précisément de penser à la violence et peut-être d'une certaine manière la conjurer. En tout cas, éviter de tomber dans le piège finalement de la complaisance avec la violence. Je cite par exemple un passage important, je pense, du livre de Caroline sur cette question-là. Elle écrit « On haït indistinctement. Il est difficile de haïr avec précision. Avec la précision viendrait la tendresse, le regard ou l'écoute attentif. Avec la précision viendrait ce sens de la nuance qui reconnaît chaque personne avec ses inclinations et ses qualités multiples et contradictoires comme un être humain. » Il y a vraiment quelque chose d'important peut-être justement précisément dans l'invention d'un récit journalistique et éthique. Voilà. Tout ça pour cadrer. Alors peut-être qu'il aura peut-être fallu que je commence par ça, mais je veux quand même faire ce qu'on a le rituel normal, c'est de présenter un petit CV rapide quand même pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'une et l'autre très très bien. Donc je rappelle que Caroline Emke, donc je vous le disais, donc est journaliste, elle a longtemps été reporter de guerre au Zeit, au Spiegel, elle a suivi des conflits comme le Kosovo, j'en parlais aussi, comme aussi l'Irak, bien sûr. Elle a donné des cours de philosophie à Yale, notamment sur la question de la violence, la théorie de la violence, et sur la question des criminels de guerre. Elle en a écrit un livre aussi en 2004 qui s'appelait « Sur les guerres, lettres à des amis », c'était des souvenirs de guerre précisément de ces récits. Elle a écrit un autre livre important en Allemagne qui n'a pas été traduit, mais qui va l'être
en France par le Seuil à la rentrée qui s'appelle « Comment nous désirons ?» sur la question plus du désir, de la vie intime, voilà, la question de la sexualité, etc. On en reparlera plus tard. Et donc son dernier livre « Contre la haine ». Voilà. Florence Aubenas, ça, je n'ai pas besoin de vous la présenter parce que vous la connaissez forcément beaucoup tous autant que vous êtes. Vous avez lu ses articles dans Libération pendant très longtemps, un peu au Nouvel Obs et maintenant au Monde depuis plusieurs années. Elle a été reporter de guerre aussi. Pareil, ses fronts, alors là, sont multiples. Le Kosovo, le Rwanda, on en parlait tout à l'heure, l'Algérie, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie aussi récemment. Voilà. Et puis aussi, ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, c'est qu'il y a un autre, disons, champ important que vous explorez, qui est à côté des guerres, c'est, disons, la question du fait divers, des grands procès. Et puis, votre travail sur Outreau, évidemment, était extrêmement important de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années, vous vous intéressez notamment à la question de la pauvreté, de la misère, de la violence sociale. Je pense évidemment à un livre important qui est paru il y a 7 ans, le Quai de Ouistreham, où vous racontiez la vie de ces femmes de ménage dans un ferry voilà, près de Caen. Et puis, vos derniers livres en date, qui s'appellent En France, qui est paru en 2014, qui sont aussi des chroniques sur précisément la société française, ses angles morts, sa dureté, sa violence, son quotidien. Voilà. Et vous traduisez un autre livre, mais ça, on en reparlera plus tard. Alors peut-être, j'avais envie de commencer avec vous, enfin tout de suite, avec une question, disons, peut-être générale, pour peut-être lancer un peu les discussions. C'est en quoi, d'une certaine manière, l'une et l'autre avaient envie de se rencontrer. Qu'est-ce qui, chez l'une et chez l'autre, suscitait la curiosité chez l'autre? Est-ce que c'était une réputation, une histoire? Qu'est-ce qui vous donnait envie de se dire « Ah ouais, j'aimerais bien qu'on parle ensemble » Florence, peut-être? C'est sûr que... Alors, bonsoir à tout le monde, d'abord. C'est vrai qu'on oublie d'être poli avec tous ces... Voilà, ils nous entourent et on ne dit même pas bonjour, du coup. Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est vrai que comme journaliste, on est souvent assez seul. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans une rédaction, on est très entouré, mais pour parler de pratiques journalistiques, presque pour rentrer dans la cuisine, comment on fait, est-ce qu'on dit qu'on est journaliste, est-ce qu'on ne le dit pas, comment on se comporte dans une zone de guerre, comment ça se passe, c'est très difficile d'échanger. Et c'est très difficile parce que autant il y a une seule appellation, qui est celle de journaliste, reporter, etc., autant les pratiques sont multiples. Et il y en a autant que de journalistes. Et ça, c'est vraiment très important de le confronter. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai que si on m'avait dit et présenté, quand j'ai commencé à travailler à Libération dans les années 80, comme correspondante de guerre, je l'aurais pris comme une insulte. Je m'explique. À l'époque où j'ai commencé à travailler là-dessus, sur ces zones de violence, l'époque était à la paix. C'était les années 80. La construction de l'Europe était tout à fait en train de se faire. Le mur de Berlin allait tomber quelques années plus tard. Et donc il y avait toute cette démarche qui était une démarche de réconciliation, une démarche de construction, une démarche d'apaisement. Et pour la jeune journaliste que j'étais, on n'allait pas être correspondant de guerre, on allait être correspondant de paix. Et les correspondants de guerre, c'était nos parents, c'était les autres. Eux, ils avaient fait la guerre, nous, on ferait la paix. Et c'était important pour nous, c'est-à-dire qu'on se reconnaissait là-dedans. Notre devoir allait d'être de raconter la paix. Et donc ça, c'était la première des choses. La seconde est une situation française particulière, et c'est vrai que ça m'intéressait d'échanger avec Caroline là-dessus, c'est qu'en France, être journaliste de guerre, alors je vais employer un mot fort, est une honte. C'est une honte parce que avant, alors je vous fais un tout petit coup d'œil dans le rétroviseur, avant la guerre de 14, en France, la presse française est en termes de diffusion la première du monde, mondialement. C'est-à-dire qu'il y a plus de 5 titres qui tirent à plus de 1 million d'exemplaires. Et ça n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Et là-dessus éclate la guerre de 14-18 et le gouvernement décide de fermer le front aux journalistes français. Donc les journalistes français n'ont pas le droit de couvrir la guerre. Et ça, c'est une chose, mais la chose la plus triste, c'est qu'ils l'acceptent. Et donc personne ne va sur le front jusqu'en 1917. Et donc le plus grand bidonnage français, 5 années de pure fiction, sont la guerre de 14-18, sont ces années de guerre. Et là-dessus, se passe une chose terrible, c'est que la presse commence à imprimer ce que lui raconte le ministère de la guerre. C'est-à-dire, il y a 5000 personnes au ministère de la guerre qui racontent une guerre fictive. On est en train de gagner sur tous les fronts, il n'y a aucun mort, tout va bien, quel pâté on leur a encore mis aujourd'hui, etc. Et évidemment,
rentrent dans les familles. Des jeunes, les premiers bulletins disant votre premier fils est mort au front à Verdun, votre second fils est mort au chemin des Dames, et le troisième va pas bien non plus. Et donc les gens tout à coup commencent à se dire mais qu'est-ce qu'on nous dit dans les journaux ? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les journaux ? Et la première grande faillite entre l'opinion publique et sa presse, c'est la guerre de 14. C'est la guerre de 14. Et donc de cet énorme manque de confiance, donc naissent là les premières expressions comme « c'est faux parce que c'est dans le journal ». Tout est vrai sauf ce qui est dans le journal. Et après la guerre, tout le tirage de la presse s'effondre. Et la presse française n'a jamais reconquis cette audience qu'elle avait auparavant. Ensuite, je ne vous parle même pas de la guerre de 40 où évidemment les journalistes juifs, on leur a demandé de démissionner et la presse a une fois de plus accepté. C'est la profession où il y a eu le plus de personnes fusillées après la guerre. 99% de la presse a été éradiquée après la guerre. Et la guerre d'Algérie, les premières images ont lieu, 5 ans après le début des hostilités. Et donc, couvrir la guerre, pour un journaliste français, a toujours été un synonyme de très grand bidonnage, de très grands mensonges. Et me dire, voilà, tu vas devenir journaliste de guerre, pour moi, vous le comprenez, était loin d'être un compliment. Ça voulait dire participer à ça, participer à ce grand jeu médiatique. Et donc, pour moi, on me l'aurait dit, je ne l'aurais pas fait. Et le drame de cette génération qui est la mienne, c'est qu'on s'est fait rattraper par la guerre. C'est-à-dire, nous, on a pensé couvrir la paix, et petit à petit, le mur est tombé, on s'est dit, ça y est, le mur est tombé, c'est la fin de la guerre froide, c'est terminé. Et en fait, on a vu se démanteler, évidemment, les Balkans en premier, etc., et nous rattraper, je ne vous parle pas du 11 septembre. Et donc, notre génération qui devait symboliser cette première génération de correspondants de paix se retrouve aujourd'hui rattrapée par ça. Et donc, ça m'intéressait de voir si la même chose avait eu lieu en Allemagne avec l'histoire allemande qui est aussi particulière. Caroline, qu'est-ce que le nom de Florence Aubenas, comme ça, suscitait dans votre imaginaire, puisque vous ne l'aviez jamais rencontré? Yes, let me first of all apologize. My French is good enough to understand everything, but not good enough to express myself the way I want. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mon français n'est pas assez solide pour que je puisse m'exprimer de la manière dont je le souhaite, quand bien même j'arrive à le comprendre. So thanks very much for having me, even though I don't speak French. Merci beaucoup pour votre accueil et votre invitation, quand bien même je ne parle pas français. I would like to take up, I think, 2 points of what was said before. Let me first of all maybe say what was, or what I think is a condition that at least I need to have, and I think also Florence probably had, for what allowed me to become a journalist at all. Je vais commencer par revenir sur 2 points par rapport à ce qui a été dit. Le premier, qui pour moi, et peut-être aussi pour Florence, me semble être une condition qui m'a permis à moi de devenir journaliste. And I think for me what was most important was simply to feel meant by something that happens in the world, whether it happens in the house next door, whether it happens in the street, in my neighborhood, in the city, in the village, or in Kosovo. To feel meant, to feel that you have to, that the world says something and you need to listen or you need to respond to it. Le plus important pour moi, c'était le sentiment qu'il fallait être à l'écoute de ce que disait le monde et que ce soit ce qui se passe dans la rue, en bas de chez moi, chez mes voisins, dans le village, dans la ville, au Kosovo, et de rendre compte de ça en étant à l'écoute. So I think, for me, the precondition for being a journalist is you're unable somehow to say, I don't care. It just doesn't work. I mean, be it because you're curious and you want to understand something because you do not accept that you don't understand something, or because you do not accept that something is the way it is. Et la condition préalable à ce métier de journaliste pour moi, c'était une incapacité à dire « ça m'est égal ». C'est-à-dire, soit on a la curiosité de comprendre comment ça fonctionne, soit on a la curiosité de se dire que ça n'est pas normal, que cela ne fonctionne pas.
And I think for me, there was never a moment when somebody asked, "Do you want to be a war reporter?" I mean, it didn't happen that way, and I don't know what I would have answered had there ever been such a question. But for me, it was simply seeing the images of the fleeing Kosovo Albanian women with their children in the arms, and I could just see it on television, on German television. I don't know if you remember that, 1999, and you saw these lines of, thousands of refugees moving southwards, the women with, and seeing the images was, for me, it triggered the images of the past. It triggered the old images of the Second World War. And so I just felt I could not respond. It was impossible to not react to it. But I think it's not an ethical decision, and it's not a journalistic decision to some extent. I think it's much more a reflex, as if I would hit the microphone and it would fall off. You would just try to grab. It's a reflex. It's an intuition, and I think the major part of my understanding of my job is that kind of intuition. Something is falling down, and I need to catch it. Sorry. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu un moment où on m'a posé la question « Est-ce que tu veux devenir reporter de guerre ?» D'ailleurs, je n'aurais vraisemblablement pas su quoi répondre. Mais j'ai le souvenir, tout simplement, des images de ces femmes au Kosovo qui fuyaient, leurs enfants au bras, et ces flux de réfugiés qui fuyaient vers le sud. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images, et ces images, pour moi, qui ont immédiatement éveillé le souvenir d'autres images et de la Deuxième Guerre mondiale, et devant lesquelles il m'a été impossible de ne pas réagir. En ce sens-là, ce n'est pas une décision éthique, ce n'est pas une décision d'ordre journalistique, mais c'est comme un réflexe. Un peu comme si je faisais tomber le micro, vous auriez le réflexe de le rattraper. C'est de cet ordre-là, du réflexe, de l'intuition, et c'est cette intuition-là qui joue un rôle essentiel dans la compréhension que j'ai de mon travail. Maybe just the last one too. It's interesting. I never thought about it the way Florence just put it. I never thought about. I don't want to be a war. I don't want to cover that. But I think maybe because I didn't even have such a professional self-understanding. Maybe the self-understanding was much more that of my generation as a German, and that meant to indeed prevent wars in general and to prevent genocide. And the Kosovo was the major first paradox of these two norms. But I don't think that I thought of myself as a journalist as such that I shouldn't be covering wars anymore. Et autre point que je souhaitais soulever, c'est contrairement à Florence, je ne l'articulerai pas de cette manière, c'est que je ne me suis jamais dit que je ne souhaitais pas couvrir la guerre. Je pense que je n'avais pas une compréhension professionnelle de qui j'étais, mais j'avais une compréhension à titre personnel en tant qu'Allemande. Et cette volonté d'éviter les guerres, pour qu'elles ne se reproduisent pas, d'éviter les génocides. Et en ce sens, le Kosovo a été le premier grand paradoxe face à ces deux normes-là. Alors, on voit bien comment, finalement, c'est toujours compliqué, comment on arrive à faire le métier qu'on fait, comment on se retrouve reporter de guerre. On voit bien que c'est pas si simple, on l'a pas forcément rêvé enfant. Mais ce qui est important quand même, c'est de comprendre avec vous, c'est en quoi l'une et l'autre, finalement, vous avez quand même commencé le journalisme par ça. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qui vous a d'abord, quand même, c'est une expérience fondatrice d'une certaine manière. Vous commencez le journalisme par le pire d'une certaine manière, enfin par le plus horrible qu'on puisse imaginer. Un journaliste souvent commence par autre chose, hein. Il fait des chiens écrasés, j'en sais rien, moi des petits vins pleins, enfin vous imaginez ce que vous voyez, il y a plein de choses à faire possibles, mais aller au Kosovo ou au Rwanda pour suivre un génocide, c'est quand même sidérant. Donc d'une certaine manière, c'est ça que je voudrais essayer de comprendre avec vous, c'est en quoi pour vous le reportage de guerre a été
à la fois intimement un moment important pour votre histoire personnelle et au-delà de ça, dans votre propre pratique. Est-ce que finalement, commencer à raconter le monde par le prisme de la guerre, ça, je veux dire, ça détermine un peu tout le rapport au monde en général? Oui, non. Now I'm curious what you say. Now I want to know what the answer is. Ça m'intrigue. Maintenant, j'ai envie d'entendre votre réponse. C'est-à-dire que quand vous arrivez, effectivement, moi j'ai fait une école de journalisme, et c'est vrai que dans une école de journalisme, on ne vous apprend absolument pas la manière dont il va falloir vous comporter dans une zone de guerre. Donc on va vous apprendre des choses très importantes, vous servir de la machine à café, comment réparer la photocopieuse. Très important. Peut-être, voilà, les réflexes vitaux dans une rédaction. Mais en temps de guerre, c'est autre chose. Et donc pour vous donner un petit exemple, moi, effectivement, le premier endroit où je suis partie, c'était le Rwanda. Et donc on me dit, voilà, il faut partir au Rwanda. Donc je pars au Rwanda, et j'arrive, je pouvais le situer sur une carte, je savais ce qui s'y passait, mais pas tellement plus. C'est-à-dire que, voilà, comme toujours, on part un peu en urgence. Et donc le premier endroit où je me trouve est un endroit au passage de la frontière entre le Rwanda et l'ex-Congo, enfin le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Et il y a une bousculade, les gens se mettent à tirer. Et donc moi j'arrive, je descends de mon avion, et je vois que ça tire, et je me dis tiens, j'ai monté sur la petite butte pour mieux voir. Et heureusement, j'avais un collègue plus aguerri que moi qui m'a attrapé par les pieds et couché par terre. Alors j'ai commencé par protester, c'est dingue, comment je suis traitée, sans doute parce que je suis une femme, etc., etc., avant de comprendre qu'il venait de me sauver la vie. Et donc il y a vraiment une non-adaptation. Enfin, heureusement, dans nos pays, on ne sait pas ce qu'est la guerre. On ne le sait pas physiquement. Mais de cette manière, on peut se poser la question, comment votre rédacteur en chef a pu avoir l'audace, le risque, l'inconscience de vous envoyer là-bas? C'est tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Ouais. Et donc, alors ça, c'est la première des choses, c'est comment sauver sa peau. La deuxième des choses, et qui après, en cela, est fondateur d'une pratique journalistique, hein, puisque la question parle de ça, c'est comment vous comporter dans un pays où les gens sont en train de risquer leur peau, alors que vous avez dans la poche de votre pantalon le billet retour, que vous descendez de l'avion frais et rose, que vous avez une bouteille d'eau minérale alors qu'ils n'ont rien bu. Et ça, pour moi, ça a été l'apprentissage le plus compliqué, a été celui-là. Et alors, là encore, je vais vous donner un exemple, toujours au Rwanda, puisque c'était, moi, entre guillemets, mon baptême du feu. C'est que j'arrive au Rwanda, et au moment où j'y arrive, le génocide est en train de se terminer, si j'ose dire. Et donc, les troupes Tutsis, hein, puisque ce génocide a lieu des Hutus contre les Tutsis, sont en train de rentrer dans le pays. Et donc, tous les Hutus génocidaires, donc qui ont commis ce génocide, s'enfuient. Et quittent le pays, mais c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, là, il faut s'en aller, les Tutsis arrivent, on va tous être massacrés. On les a massacrés, ils vont nous massacrer. Et donc, tout le monde s'enfuit à l'endroit où il est, comme si quelqu'un entrait dans cette salle en disant « ça y est, ils arrivent, il faut s'enfuir ». Et cette salle se vide, et nous marchons tous sur la route telle que nous sommes là ce soir, sans avoir le temps, évidemment, de repasser chez soi. Certains oui, d'autres non. Il y a des embouteillages monstres, donc les voitures s'arrêtent. De toute façon, il n'y a plus d'essence. Et donc, les villes entières se vident. Il y a côte à côte, coude à coude sur cette route, des mendiants, des médecins, des ministres, tout le monde. Et on marche. Et donc on marche vers la frontière. Le Rwanda n'est pas un très grand pays, mais enfin, il faut tout de même 3 semaines, un mois pour marcher à pied de la capitale jusqu'à la frontière où il y avait cette fusillade. Et donc on nous dit, voilà, tous ces gens s'enfuient, il y a 1 million de personnes qui marchent. Vous dites, il y a quelque chose d'incompréhensible, c'est une somme trop grande et de ça. Et donc on décide d'aller voir avec ce même photographe, il me semblait me porter chance, qui m'avait déjà tiré par les pieds à la frontière. Et donc on monte dans une voiture et on est, comme je vous l'ai décrit, avec nos petits carnets de notes bien propres, notre petite bouteille d'eau, on a 2-3 petites friandises et on va voir les réfugiés. Et on arrive à la rencontre de ces réfugiés et c'est vrai, il y a une foule immense tellement grande que les collines semblent bouger. Et donc, on se dit, mais c'est pas possible, et si c'est des gens qui marchent, et qui marchent déjà depuis 15 jours et qui sont à bout.
Et donc, ils marchent, voilà, ils n'avaient rien prévu, les femmes sont nu-pieds, les vêtements tombent en guenilles, tout le monde a la même couleur, qui est la couleur de l'horreur de l'Exode, et qui est la couleur à travers le monde des gens qui s'enfuient, et qui est celle que racontait Caroline au Kosovo. C'est ça, c'est cette terrible répétition de la guerre, et qui est là aussi. Et donc on arrive, et quand on arrive à la hauteur de cette colonne dans notre brave petite voiture, on se dit, ils vont nous dire, écoutez, bonjour, je viens faire une interview, ça va ? Vous vous sentez, c'est atroce. Et vous ne savez pas comment vous... Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup de mal à savoir comment me comporter. Et donc, on commence à parler, donc vous n'osez même pas dire comment ça va, voilà, tous ces mots-là n'ont plus aucun sens. Et on commence à discuter, ils nous racontent comment ils se sont enfuis, etc. Et vient un moment pire que celui de l'arrivée, qui est celui où vous allez partir. Et donc vous allez remonter dans votre voiture avec la même bouteille et tout va bien. Et dans une demi-heure, vous serez au Congo. Et eux vont continuer à marcher. Et là, une femme me dit, voilà, pour moi, c'est fini. Voilà, moi, j'ai marché. Je sais que j'y arriverai plus. Je suis trop fatiguée, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, etc. Donc moi, d'ici quelques jours, beaucoup de gens sont déjà morts sur le chemin. Moi, je vais finir par m'asseoir là et mourir. Mais prenez mon enfant. Alors, vous êtes journaliste, vous dites qu'est-ce que je fais, j'ai une voiture, etc. Alors, vous commencez par faire le réflexe, voilà. Ah, écoutez, madame, désolée, je ne suis pas une humanitaire, et vous sentez que les mots sonnent faux, vous vous sentez très mal, et d'autant que d'autres femmes vous entourent et disent prenez le mien aussi, prenez le mien aussi, prenez le mien aussi. Et donc, vous avez une centaine d'enfants qu'on vous tend à bout de bras en disant sauvez-le. Et ça, pour moi, c'est ça le journalisme de guerre. C'est ça se confronter à la guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre pratique dans ces cas-là ? Est-ce que vous dites aux gens, écoutez, moi non, parce que je vais faire un article, et d'ailleurs, vous me mettez en retard avec vos... Voilà. Et la confrontation d'un journaliste sur un terrain de guerre avec ce que vivent les personnes qui l'ont rencontré, c'est ça. Et donc, moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai peut-être eu tort, mais je ne le sais pas. Et chacun a sa pratique. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, il n'aurait jamais fallu faire ça, moi, j'aurais pas fait ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un certain nombre d'enfants en disant, voilà, je vais les déposer dans telle église après la frontière, donc vous les récupérerez là-bas. Donc, il n'est pas question de créer des orphelins, vous pourrez les récupérer là. Et j'ai pris le nombre d'enfants que j'ai pu faire tenir dans cette voiture avec le photographe, le chauffeur et moi. Mais évidemment, ce ne sont pas tous les enfants. Et quand vous démarrez, vous avez les yeux baissés parce que vous ne voulez pas croiser les regards des autres bras qui se tendent. Et pour moi, la pratique de journaliste de guerre, elle s'est, comme pratique, elle s'est ancrée là-dedans. C'est-à-dire, vous êtes obligé de partager, vous ne pouvez pas rester simple spectateur quand vous couvrez un terrain de guerre. Et pour moi, la grande difficulté, elle est tout de même là. C'est-à-dire, à quel point vous vous engagez, à quel point vous partagez un destin d'être humain dans le moment qui est le plus important de leur vie. Et vous ne pouvez pas aller dans ces endroits-là impunément. Vous ne pouvez pas y aller avec des réflexes qui sont ceux-là. Alors, je vous dis, beaucoup de mes confrères ont dit, mais on n'est pas des humanitaires, on n'a pas le droit de faire ça, c'est bon. Moi, j'ai fait ça et je me pose encore la question, chaque fois que je prends l'avion pour partir en Syrie, en Irak ou ailleurs, je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois, etc. Et ça, c'est des questions... pour moi, le journalisme de terrain, dans des zones de conflit, c'est ça la problématique, une des problématiques pratiques principales. Je reviendrai rebondir là-dessus, mais je voudrais donner la parole à Caroline sur comment elle a vécu précisément cette expérience fondatrice. Yes, I mean, I could just pick up and add these kind of stories. I think to offer different examples of different kind of challenges, I would just like to add one point to what you said. I think usually when people hear war reporter, they think about how do you survive. They think about the threat, the physical threat. And I think what Florence was saying, the physical threat is one, but the ethical threat is really, really the unbearable one. And so people think about
that physical threat, and they maybe think about the writing, but everything that happens in between is actually what is key. Je pourrais prendre le relais sur ce que vous venez de dire et continuer avec d'autres récits similaires. Je vais essayer de changer de focale pour prendre d'autres exemples de défis qu'il convient de relever en ajoutant un point. Quand on parle de journalisme de guerre, les gens pensent immédiatement à comment vous faites pour survivre. Il y a effectivement la menace physique, qui est bien réelle, mais il y a la menace que j'appellerais éthique, qui est insupportable. Et les gens pensent à la menace physique et le papier que vous allez écrire, mais il y a tout un monde entre les deux. And I think what, for me, is what I could not have imagined before traveling to war zones was that what kind of mistakes one could make. And one of the worst mistakes one could make is that what you hear or see is so far from any moral or ethical expectation. It's so far from everything you've ever learned about how human beings should behave. It's so far from anything you want to be possible to happen that very often you stand there and you doubt it. I don't know how often that happens. You just think this cannot be true. What I'm being told cannot be true. It's so outrageous. It's a myth. It's a propaganda. It's a lie. It's an exaggeration. I don't believe it. Ce que je n'aurais jamais pu imaginer tant que je ne m'étais pas rendue sur un théâtre de guerre, c'est les erreurs qu'on pouvait commettre. Et parmi les erreurs que l'on peut commettre, la pire est que ce que l'on voit, ce que l'on entend est tellement éloigné de ce que l'on conçoit comme étant un comportement humain, est tellement éloigné de ce que l'on peut envisager venant d'un comportement humain, est tellement éloigné de tout sens moral qu'on doute de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. Et du coup, on se dit, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mythe, c'est une propagande, c'est du mensonge. I'll give you an example. I was in Gaza, 2008, 2009, 2010, each time after the military intervention by the Israeli government. And one time I came to a village and people were telling me stories of what had happened during, the military intervention. And somebody said there was a man from this village and he was driving in his car with his two sons, and it was during ceasefire, and he was shot at the car, and one of his sons bled to death, and the Israeli army did not allow an ambulance to get close to that man to save the son. And I heard the story, and I thought, this is, I don't think so. I mean, somebody driving during the ceasefire hours, I don't believe that the Israeli army would shoot the men, without any reason, without any weapons involved, and I can't believe that they would not allow an ambulance to reach to that car. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Gaza en 2008, 2009, 2010, à chaque fois après une intervention militaire de la part du gouvernement israélien. Je me trouvais un jour dans un village et on me raconte une histoire qui s'est déroulée pendant une de ces interventions. Un homme était dans la ville, en voiture, avec ses deux fils, pendant le cessez-le-feu, et on tire sur la voiture. Un des fils est blessé très grièvement, il se vide de son sang. Et les Israéliens empêchent, les militaires empêchent toute approche d'ambulance. L'ambulance ne peut pas intervenir. Ma première réaction était de me dire, ça m'étonnerait pendant un cessez-le-feu, quand même, surtout qu'ils n'étaient pas armés. Je vois pas pourquoi on aurait tiré sur la voiture sans raison. And I ignored it. I didn't follow up the story. There were other cases, there were other really horrific crimes committed, there were other people injured. So I interviewed other people. I ignored the story. And one has to say there's so
so much horror each day that you really can choose. So that makes it difficult. It's not just one horror story that you hear per day. So I went back to the hotel that I was staying, and I checked my email, and I have an email from a friend in Washington. And she says, this is a friend of mine who just wrote this email, check this out. And it was a man living in Washington saying, this is what happened to my father and my two brothers yesterday in this village. And it turned out it was indeed this father and his two sons in that village whose stories I had just ignored. Okay. Et donc j'ai fait le choix d'ignorer, de ne pas donner suite à cette histoire. Il y avait d'autres crimes horribles qui étaient en train de se dérouler. Il y avait d'autres interviews à mener, et il faut dire qu'il y a tellement d'horreurs qui se déroulent chaque jour que c'est pas comme si on avait le choix de couvrir une seule histoire. Et donc je l'ignore, je rentre à l'hôtel, et là m'attend un email de quelqu'un d'une amie à Washington DC qui m'envoie un mail en me disant vérifie cette info. Et c'était un homme à Washington DC qui lui avait écrit en lui disant voici ce qui vient d'arriver à mon père et à mes deux frères hier dans ce petit village. Et c'était le petit village dans lequel j'étais et dans lequel on m'avait raconté cette histoire de l'homme et ses deux fils. So I just ignored the story because I didn't want to believe it. I just didn't want this to be true. So I felt so ashamed that I went back to the village. And I found the father and I found the mother, and I researched for a very, very long time the story, and it turned out to be true. It was confirmed, by all, by the Red Cross. It was confirmed then, in the end, also actually by the Israeli army, and it turned out to be true. One son was killed immediately when he tried to get out of the car. The second son was shot at and bled to death in the arms of the father for over 12 hours. He was using his cell phone, talking on the cell phone to various radio stations and television stations, pleading for help, that an ambulance would come, and no ambulance was allowed. And the father the next day brought the dead body of the son to a hospital that was only 800 meters away. Et donc cette histoire, je n'avais pas voulu y croire, je n'avais pas voulu croire qu'elle pût être vraie, et j'ai eu tellement honte que le lendemain, je suis retournée sur les lieux, j'ai retrouvé le père et la mère, et j'ai longuement enquêté sur les faits qui se sont révélés vrais, qui ont été confirmés par la suite à la fois par la Croix-Rouge et au final par l'armée israélienne. Effectivement, le premier fils avait été tué alors qu'il sortait du véhicule, et le second était mort en se vidant de son sang dans les bras de son père, qui pendant 12 heures était resté avec son téléphone portable, à appeler des radios, à appeler des chaînes de télévision en suppliant pour qu'on leur envoie de l'aide. Et le lendemain, il a amené la dépouille de son fils dans un hôpital qui se situait à 800 mètres des lieux. And so I think that's one aspect that's been very important to learn from me is that sometimes you just don't want to believe something that you have to believe if you want to really be a good reporter. And the other one, and I would be curious what Florence says about this, is that what I hadn't expected before traveling is how many experiences you make that are really funny. Everybody imagines the reality of the war zone evidently to be horrific and sad and haunting, and it is all of this. But at the same time, there's people living in these places, and they create with all dignity and with all energy that they have somehow life, and they celebrate weddings, and they try to feed the kids, and they try to find moments of reprieve and joy. And as a writer, and I think, can I say one more sentence? And I think for the first
10 years or so that I was in this job, I never wrote about the funny moments because I felt I cannot explain this. I thought if I write about what is beautiful in these places also, people will have less empathy or they will not accept refugees coming in because they think, oh, Caroline Emke wrote this story about the party they had the other day in Iraq on the mountains, so it can't be that bad. So I think I had to learn how to trust my ability as a writer, that I could really translate the whole complexity, the ambiguity of these situations, and it took me a long time. Mm-hmm. Sorry, that was long. Donc pour revenir sur ce que je disais précédemment, il y a vraiment cet aspect qu'il a fallu que j'apprenne, c'est-à-dire à croire ce que je ne voulais pas croire, parce que c'était nécessaire pour pouvoir bien faire correctement mon travail de journaliste. Il y a un autre point, alors je ne sais pas si vous allez partager cet avis, Florence, mais je ne m'attendais pas à tomber sur des moments, des expériences, des cas de figure qui allaient être drôles. Quand on imagine cette réalité de la guerre, c'est indéniablement horrible, triste, ce sont des moments et des images qui viennent vous hanter, mais ce sont aussi des lieux où vivent des gens qui vivent en toute dignité, avec toute l'énergie qui est la leur, qui célèbrent des mariages, qui nourrissent leurs enfants et qui arrivent à ménager des bulles, des moments de joie. Et au cours des 10 premières années de mon exercice de journaliste, je ne pouvais pas écrire sur ces moments-là, ces moments plus joyeux. Je n'arrivais pas à écrire sur la beauté de ces lieux parce que je craignais que les lecteurs ressentent moins d'empathie et que par la suite, ils refusent d'autant plus d'accepter des réfugiés en se disant « mais Caroline Emke, elle a écrit un papier sur la fête dans la montagne, là, ça avait vraiment pas l'air si grave que ça ». Et donc j'ai appris au fil du temps à faire confiance à ma capacité en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, en tant que plume, à traduire la complexité et l'ambiguïté des moments, des expériences que je vivais. Can I give, Monsieur. sorry, can I give one example just to give an idea how absurd things are? I interviewed 4 Uyghurs who were in Guantanamo, tortured and imprisoned. Pour donner une idée. Uyghurs, that's a Chinese Muslim minority. Pour vous donner un exemple, j'ai interviewé 4 Ouïghours, oui, c'est ça. J'ai interviewé 4 Ouïghours qui étaient emprisonnés à Guantanamo. And I talked with them, and I met them in Albania, of all places, because when they were said they could be released, they heard Albania and they thought it would be Germany. And so they said, yes, we want to go there, and they ended up in Albania. Et je les ai rencontrés, imaginez-vous, en Albanie, parce qu'on avait évoqué la possibilité de les libérer, de les envoyer en Albanie, et ils pensaient que ça se trouvait en Allemagne, donc ils avaient vigoureusement acquiescé, oui, on veut aller en Albanie. And I talked to them for hours and hours about how they were kidnapped, how they were being mistreated, how they were being tortured, how they were being kept for years in Guantanamo. Before being finally released, it was horrific stories, how they were kept in a cage, how they were kept in the cells. So it was really, really haunting to listen to them. And when we finished, we wanted to take some pictures with them. We said, okay, could we go to town? Could we go to Tirana to take some pictures of you? And then you could... Et donc, pendant des heures, je leur ai parlé. Ils m'ont raconté comment ils avaient été enlevés, comment ils avaient été maltraités, torturés des années durant à Guantanamo, dans des conditions atroces, dans des caves, dans des cellules. Et à la fin, je leur ai proposé, à la fin de l'entretien, que l'on prenne une photo ensemble, qu'on aille en ville et qu'on prenne une photo. And we walked to the center, and there was one of these village parties where they have, I don't know, cars you can drive around in, and I don't know, horror shows and whatever. And the youngest one of the Uyghurs said he wanted to go into one of these
I mean, I don't even know what they're called in English. Of these really weird wheels where you hang. Yeah. Okay, where you hang with your head down and you're tied in a cage. That's what he wanted. Et donc on se rend au centre-ville et à ce moment-là, le hasard fait qu'il y a une fête de village avec toutes sortes d'animations, des voitures que l'on peut conduire. Et il y a donc cette grande roue dans laquelle on tourne en étant attaché la tête en bas. Yeah. And you think, I can't go home to Berlin and tell people I interviewed someone who'd been in a cage in Guantanamo and the one thing he wanted was to get into one of these wheels. And he really enjoyed it. He was totally happy and we were suffering like hell. And it's sort of these kind of hybrid, ambiguous, weird, funny, surreal stories that took me a long time to tell. Et donc le plus jeune tenait absolument à faire un tour de roue. Et je me disais, je peux absolument pas rentrer à Berlin et raconter à tout le monde que cette personne-là souhaitait faire après des années de captivité, c'était d'être attaché à une roue et la tête en bas. Et il l'a fait, il était ravi. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est ces moments hybrides d'ambiguïté, de complexité, ces moments surréalistes dont il convient de faire part également. Mmh. Donc on entend bien dans vos propos, dans vos expériences respectives, qui sont d'ailleurs assez à la fois différentes et complémentaires, qu'il y a quand même d'une certaine manière une forme d'impasse de l'écriture journalistique elle-même, qui est confrontée, ce que vous dites, le fait d'être à la fois spectateur et acteur, incapable de restituer une vérité absolue. Est-ce que c'est précisément cette raison pour laquelle peut-être l'une et l'autre, vous avez emprunté d'autres voies justement dans votre écriture? Caroline, la théorie, je rappelle de ce livre par exemple, qui est une réflexion sur la violence, qui est nourrie plus par une réflexion philosophique, et chez Florence peut-être aussi un journalisme narratif différent quand vous mettez dans la peau d'un personnage de personnes réelles pour vivre en immersion et dans la condition de vie de femme de ménage. Est-ce que c'est pour vous une manière d'élargir d'une certaine manière votre écriture, votre spectre, comme si vous étiez confronté à l'incapacité finalement de raconter le monde de manière importante uniquement par le prisme du journalisme stricto sensu? Oui, et ça rejoint un peu ce que disait Caroline, c'est-à-dire que je vais vous dire je vous explique ça très concrètement. Quand vous dites c'est Noël et que vous annoncez à votre famille finalement je ne serai pas là pour Noël car je vais partir en Irak. Tout le monde dit mon Dieu quel courage, c'est formidable, etc. Une femme en plus, enfin bon, je vous fais pas de dessin. Et vous dites, cette fois-ci, je ne serai pas là pour Noël non plus, mais parce que je vais à Caen faire le ménage sur un ferry. C'est beaucoup moins drôle. Vous dites, tu peux pas venir manger la dinde plutôt que d'aller faire le ménage sur un ferry. Voilà. Et pour moi, ces deux choses sont tout aussi importantes. Mais la perception qu'en ont les autres n'a absolument rien à voir. Et justement, on peut, à juste titre, mon père, quand je lui annonçais que je ne serais pas là ni à Noël, ni à Nouvel An, ni même pour son anniversaire qui tombe juste après, parce que je faisais le ménage sur un ferry, il m'a dit « fais d'abord le ménage chez toi ». Donc, vous voyez, le soutien familial que j'ai eu. Et donc, c'est vrai que qu'il y a cette incompréhension de dire pourquoi mettre tant d'énergie, pourquoi changer d'identité, pourquoi se faire passer pour une demandeuse d'emploi et postuler à ce type de boulot. Tout ça pour nous prouver qu'en France, les femmes de ménage sont mal payées. Le but semble faible par rapport à l'investissement que c'est. Et en Allemagne, il y a justement un journaliste qui pour moi était un grand modèle quand j'étais jeune journaliste, qui est Günther Wallraff, qui a fait Tête de Turc, voilà, et qui s'est déguisé en turc, donc alors moi, femme de ménage, c'est rien à côté, qui s'est noirci la peau, qui a mis des lentilles de contact, qui a vécu 3 ans en travaillant comme turc dans des boîtes de BTP extrêmement dangereuses, etc. Tout ça pour prouver qu'en Allemagne, il existe du racisme. Vous dites, écoutez, mon vieux, c'est pas la peine de mettre des lentilles de contact, je peux vous le dire comme ça. Eh ben non. Eh ben, de façon assez particulière, non. Parce que la presse et les journalistes, si vous voulez, c'est un peu ce que racontait Caroline. C'est-à-dire qu'on est très fort pour les gros titres. On est très fort pour raconter la mort. On est très fort pour raconter les drames. On est très fort pour vous dire la planète va exploser, pour vous dire la couche d'ozone disparaît. Pour vous raconter les petites choses de la vie, on est vraiment avec des gros sabots dans un magasin de porcelaine. Et à la fois, on le sait, et à la fois, on ne le sait pas et on n'arrive pas à l'expliquer. Et on n'arrive à le faire que quand on prend ces méthodes-là qui ont l'air très radicales, parce qu'il faut presque le plus radical pour parler du plus simple.
Et ça, c'est une chose dont je me suis rendu compte. C'est-à-dire que je serais venue avec un micro pour parler à ces femmes de ménage en disant, voilà, racontez-moi la précarité, racontez-moi un travail où vous prenez plus de temps en transport entre vos différentes heures de travail qu'en temps de travail réel. Racontez-moi ça. Elle ne l'aurait pas fait ou l'aurait fait dans le registre de la plainte. Et en fait, on s'est aussi bien amusé. On s'est aussi bien amusé à faire ce message, quand bien même les conditions de travail sont dures. Et donc, c'est vrai que le journalisme écrase toute la part vivante des choses, souvent. Et c'est une chose difficile à restituer pour cette raison-là. Et elle écrase également une autre chose qui est la dignité au travail. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, je travaille sur ce ferry, et sur ce ferry, notamment, quand on commence, ce qui était mon cas, et qu'on est une femme, parce que les hommes n'ont pas ce métier-là, j'aime toujours le souligner, c'est nettoyer les toilettes. Et donc les hommes, même les premiers qui arrivent, les plus jeunes, etc., ils ne nettoient jamais les toilettes. Seules les femmes nettoient les toilettes. Et donc, et surtout les femmes qui arrivent, qui viennent d'arriver. Donc c'est le bizutage, c'est nettoyer les toilettes. Et donc j'étais avec une autre bisu en train de nettoyer les toilettes sur le ferry. Et donc vous imaginez le romantisme de la scène, etc. Et donc ma voisine de toilette me dit « Oui, alors moi, mon mari est pas très content que je fasse ce boulot. » Mais je lui dis « Mais tu sais, tant pis, parce que moi, je veux réussir dans la vie. » Et là, je me disais « Qui me croira si je dis ça ?» Et en fait, c'est vrai. Et en fait, elle veut réussir dans la vie, et ça passe par là, ça peut passer par là, ça ne passe pas toujours par là, et peut-être qu'elle n'a finalement pas réussi. Mais il y a ces dimensions-là qu'elle ne m'aurait pas dit si je lui avais tendu un micro. Elle n'aurait même pas osé me le dire. Elle aurait dit, mais j'aurais l'air de quoi? De dire, bah, je fais ça parce que j'ai de l'ambition. Et donc, parfois, il faut des méthodes très compliquées pour arriver à des réponses très simples. Et c'est vrai que ça, c'est une grande leçon. On met pas mal de temps à s'en rendre compte quand on est journaliste. Caroline, vous voulez réagir par rapport à ça? Yeah, I want to go back to the question of why is it that we're also searching different paths or different genres? And I think, in my case at least, there's two answers. I think you permanently think you fail. I think Florence spoke about shame. I mean, you're permanently, every single assignment, every single trip I've made, every single article I wrote about war, you think you fail. You think it does not really give a language and words to what war is about. Pour revenir à la question d'origine que vous aviez posée, à savoir pourquoi on avait choisi de partir sur d'autres chemins et d'exploiter d'autres genres, notamment littéraires, je pense que j'ai deux réponses. La première est que vous parliez tout à l'heure de la honte à être journaliste. Pour ma part, j'ai toujours la sensation d'être dans l'échec. Je pars en mission, j'écris un article, j'écris sur la guerre, et à chaque fois je me dis que ça ne rend pas justice, que ça ne trouve pas la bonne langue, les bons mots pour parler de mon sujet. Yeah. So I think the sense of failing, of really not getting it right, is what makes you look for different, makes you look for literature, makes you look for different images, makes you look for different genres to write, because one feels such a failure. You always feel that the experience of war is bigger than my ability to describe it. Et ce sentiment d'échec, ce sentiment de constamment passer à côté des choses, pousse à aller voir vers la littérature, à aller convoquer d'autres images, d'autres genres, parce que l'expérience de la guerre sera toujours plus grande et plus envahissante que la manière qu'on peut trouver pour en parler. And I think the second one is that I'm moved, and I think Florence also, but maybe for different reasons, the decision to not only work on international or different countries or abroad or travel around the world, but in this book, this was sort of the sense that I felt was I need to address my own society, I need to address racism, I need to address different forms of violence
inside Germany, that was a different decision. And on one hand, it had to do because I felt it's urgent, because I felt it's suddenly needed here in Europe. And the side effect, the positive side effect, was that when you write about wars elsewhere, nobody cares. I mean, you can write about Iraq or Gaza or Lebanon or Colombia or wherever, and people read it, but it doesn't really disturb them that much. But if you write about something that happens in their neighborhood, or in the village or somewhere next door, people get furious. I mean, either at me or at what the conditions are. But it's a very new experience to write something that people really care about. Mm. Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'était cette décision de ne pas couvrir uniquement l'international, d'autres pays, mais de me frotter, de me confronter aussi à ce qui se passait dans ma propre société, au racisme, aux différentes formes de violence qui étaient à l'œuvre à l'intérieur du pays, en Allemagne. Et c'était une urgence qui était nécessaire en Europe. Et puis, l'effet positif, c'est que quand on écrit sur la guerre, une guerre qui se passe ailleurs, au fond, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que j'ai pu écrire sur la Colombie, sur Gaza, sur l'Irak. Les gens vont lire, mais ça les dérange pas tant que ça les gêne pas tant que ça de lire ça. En revanche, si je me mets à écrire sur ce qui se passe en bas de chez eux, chez leurs voisins, dans leur village, ils vont être absolument furax, soit contre moi, soit contre les circonstances. Mais c'est dans ces moments-là que les gens sont vraiment impliqués dans ce que vous écrivez. Alors quand on vous écoute, on se dit que vous êtes un peu quand même l'une et l'autre, encore une fois chacun à votre manière, un peu des expertes, un peu entre guillemets, si je puis employer ce mot-là, du monde, de la violence du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la violence. Caroline Emke, dans son essai, parle d'une jouissance renouvelée de la haine débridée, comme si la haine aujourd'hui se déployait dans l'espace public, dans les débats du quotidien, dans nos vies quotidiennes. Tout le monde s'engueule tout le temps. On me racontait un jour Tristan Garcia sans savoir vraiment pourquoi, comme s'il y avait comme ça un climat aujourd'hui comme ça extrêmement tendu, et qui évidemment se concrétise dans l'actualité politique. Il suffit de voir comment les statuts des réfugiés aujourd'hui sont évidemment traités. Et comment finalement l'une et l'autre, depuis presque, je sais pas, plus de 20 ans, près de 30 ans, à force de vous confronter... à force de vous... Allez, fais-nous un prix. Les années 80. Enfin, depuis il y a quelques temps, disons. Vous vous confrontez à cette réalité-là, alors à la fois dans les guerres, dans la violence sociale, parce qu'elle est évidemment extrêmement rude et peut-être d'autant plus radicale aujourd'hui, je veux dire, pas même par rapport au début des années 80 ou quand vous avez commencé votre métier. Comment vous, finalement, est-ce que vous arrivez à vous protéger contre ça? Est-ce que c'est intimement quelque chose qui vous comment dire, mine, qui vous démoralise? Ou est-ce que comment vous trouvez la ressource pour finalement continuer tous les jours à vous remettre justement à la tâche, quoi? Alors là, j'ai sans doute donné une vision pessimiste de mon métier. Ouais. J'adore le critiquer, mais j'aime beaucoup ce métier. Ouais. Je ne pourrais rien faire d'autre. Et j'espère ne jamais en changer. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'en parler. Et quand on aime, il faut le critiquer, c'est évident. Mais moi, vraiment, c'est une source inépuisable d'intérêt, de plaisir, de curiosité, etc. Et le jour où je ne l'aurai plus, j'interviewais un jour un journaliste italien, et il me disait, voilà, j'ai arrêté, qui était grand reporter, il m'a dit, j'ai arrêté d'être grand reporter. J'ai dit, quel malheur, comment c'est possible, quelle horreur, etc. Et il m'a dit, un jour, j'ai commencé un article, et tous les mots que j'utilisais, je les avais déjà utilisés. Et j'avais l'impression d'essayer de raccommoder une porcelaine brisée. Et je souhaite que ça ne m'arrive jamais, mais moi, je n'ai pas du tout une vision pessimiste de mon métier. J'aime le critiquer, mais je le trouve utile, intéressant, et quand bien même il est aujourd'hui très compliqué à exercer. Mais quand je disais que vous êtes miné de l'intérieur, enfin vous, de sa manière, peut-être plus que n'importe qui d'autre, vous avez été quand même confronté à des expériences très non, fortes. Non, c'est le suite. secret qu'on essaie de comprendre chez vous. D'où vient cette énergie et cette envie d'affronter le pire du monde?
Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, effectivement, si vous pensez que un médecin éternellement va perdre contre la maladie, ce qui est vrai d'une certaine manière, à ce moment-là, vous posez le bistouri. Mais moi, je ne peux pas voir les choses comme ça. Je pense que au contraire, c'est témoigner. Moi, mon grand plaisir, c'est. Je suis reporter, je suis quelqu'un de terrain, je suis pas quelqu'un du tout, à la différence de Caroline, qui va faire de la théorie ou des choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller quelque part et d'amener avec moi, de vous amener tous dans cette voiture au Rwanda, de vous amener tous avec moi au Kosovo, etc. Et je profite d'avoir une assemblée cultivée, je suis sûr que vous l'êtes tous, pour citer Jean-Paul Sartre. Et qui disait, quand je lis les journaux, je lis chaque sujet comme une carte postale qui me serait personnellement adressée. Et c'est vraiment ce qui pour moi est important, c'est-à-dire que Caroline disait, les gens ils s'en foutent du Kosovo, ils s'en foutent de la Syrie, en revanche quand ça se passe en bas de chez eux, ça les intéresse. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils s'y intéressent aussi à la Syrie, c'est-à-dire, alors on ne réussit pas à tous les coups, mais les amener réellement avec moi, leur montrer ce qui s'y passe. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et je pense que, voilà, on ne peut pas voir les choses moi, en tout cas, je ne peux pas voir les choses de cette manière-là. Okay. Et je pense que, effectivement, on a, quand on est journaliste, en tout cas, c'est mon cas. En particulier en France, on a tous un fantasme absolu. Alors, je vais vous dire mon fantasme absolu. C'est, vous connaissez Émile Zola, vous connaissez Jean-Paul Sartre, vous connaissez aussi Émile Zola, j'en suis sûre. Et il a écrit ce fameux texte sur l'affaire Dreyfus qui est ce « J'accuse ». Et avec le recul, on a l'impression qu'une fois qu'Émile Zola écrit « J'accuse », voilà, une situation se renverse et qu'il va créer un avant-après. Et qu'il va, grâce à son texte, grâce à ce qu'il a écrit, renverser une situation. Alors, je ne vous cache pas, quand on va à Kedouistram et nettoyer les toilettes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on se dit, mon Dieu, évidemment, la condition des femmes de ménage va changer. Vous l'avez tous constaté, la route est encore longue. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, Zola a fait ça, il a voulu changer les choses, et aujourd'hui, quand on le regarde avec le recul, oui, il a changé les choses. Oui, ce qui est resté, c'est Zola et J'accuse. Mais après son texte, avant J'accuse, 90% de la presse française est anti-dreyfusarde, pense que Dreyfus est coupable, en tout cas l'écrit. Et après J'accuse, 88%. Donc J'accuse, c'est 2% qui a bougé. Donc effectivement, on se dit, comme c'est décourageant. Mais quand on le regarde à l'échelle du temps passé, oui, on se dit la presse est une condition sans doute pas suffisante, mais nécessaire. Et moi, mon but est petit, c'est-à-dire qu'il est d'être cette condition nécessaire, pas suffisante, certes. Et un autre journaliste que j'admire beaucoup, qui est un journaliste de guerre, pour le coup, qui est un journaliste américain, qui couvrait la Deuxième Guerre mondiale. On lui disait, mais vous allez dans la Deuxième Guerre mondiale, vous rampez au milieu des soldats, qu'est-ce que vous espérez raconter ? Qu'est-ce que vous espérez dire de cette situation, etc. Et il a cette phrase que je me répète sans cesse et que j'ai faite mienne, et qui est dire, moi, quand je raconte la guerre, vous me demandez ce que je fais en rampant dans la terre, eh bien, moi, je veux avoir le point de vue du ver de terre. Eh bien, moi, je trouve ça humble mais méritoire. Et donc, c'est ces deux choses, moi, qui m'intéressent. C'est-à-dire, c'est vrai que Zola, certainement, et en tout cas est mort, puisqu'il est mort accidentellement, est mort avant de savoir que nous lui donnerions tous raison aujourd'hui à Mâcon. Mais, mais cela dit, c'est quand même ce qui s'est passé. Et donc, après tout, on ne gagne pas toujours. Les femmes de ménage, regardez, à Caen, il y a 12 boîtes de femmes de ménage à Caen qui ont changé leur pratique après ce livre que je voulais fondamental. Il y en a 2 qui étaient les 2 où j'ai travaillé. Alors, ça paraît maigre, mais c'est 2. Et donc, je pense que c'est un métier qui vous apprend en premier lieu l'humilité. Quel était le nom du journaliste américain que vous citiez son nom, vous savez ? Oui, bien sûr, il s'appelle, je le note toujours là, Ernie Peel. D'accord, ok. Caroline, juste quand même, c'est important qu'on dise quelques mots de votre livre, parce que est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le
contre la haine, qui était plaidoyer pour l'impur, qui était une réflexion encore sur la société d'aujourd'hui, sur notre présent. Pourquoi vous avez eu, qu'est-ce qui vous a conduit à réfléchir à ce constat que vous faites, que vous étayez de manière très convaincante, qui est que précisément nous vivons une époque complètement contaminée par une sorte de haine et de violence décomplexée dans les rapports sociaux, dans la manière de stigmatiser ce qu'on appelle un autre, qu'il soit musulman, juif, peu importe, noir, intellectuel, journaliste, étudiante, chauffeur de train. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, dans la manière d'organiser notre société, vous percevez une forme de violence sociale débridée et beaucoup plus forte qu'avant. Yes, I would have liked to continue, but I'll speak about that a bit. Yes, I think on one hand we should say, I mean, the hatred is not new, the ressentiment is not new. There was always racism, there was always anti-Semitism. It always existed. There was always, I think, a sediment of this hatred present in society. What has changed is not the quantity. What has changed is the quality. What has changed is the shamelessness with which racist comments can be made in the public, the shamelessness of anti-Semitic comments or attacks. To give a small example, I always received, ever since I wrote as a journalist, I always received letters by readers full of hatred. And I also received, all kinds of threats. The difference is I nowadays still get them, but I get them with a name and address. And that's something that has changed. J'aurais aimé continuer sur la conversation précédente, mais je vais suivre le mouvement et donc parler du livre. La haine et le ressentiment ne datent pas d'hier. Le racisme, l'antisémitisme sont des sédiments présents dans notre société, dans nos sociétés depuis très longtemps. Ce qui a changé, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est-à-dire que la haine s'exprime dans la sphère publique sans vergogne. Les attaques racistes, antisémites sont, comme vous le disiez plus tôt, une haine débridée. Sans honte aucune, sans vergogne. Et pour vous donner un exemple, j'ai toujours reçu au courrier des lettres haineuses des lecteurs, des menaces. Aujourd'hui, la différence, c'est que je les reçois tout autant, sauf qu'elles sont signées, il y a un nom, une adresse, alors qu'avant, elles étaient anonymes. I think, in Germany at least, for my generation, we thought that there was a social consensus that, certain forms of anti-Semitism, a certain form of racism would not be tolerated in the public sphere, would not be voiced on public television on prime time. And that consensus has broken. That has really changed. You do have, you do listen to statements, on television that I would have thought were unsayable, unexcusable. And so for me to write this book also had to do with the realization something has really changed. There is something happening that I had not imagined that it could happen in Germany again. So it just like before I said, it's like a reflex. You feel you have to respond to something. This was a situation where I felt I had to respond. Evidently, this is not only about Germany, the book. It's not only about German cases. It's about a general look at all kinds of movements and parties and actions that demonize others.
En Allemagne, tout du moins, pour ma génération en tout cas, on en était arrivé à un consensus social, c'est-à-dire qu'il y avait certaines formes de racisme, d'antisémitisme qui n'étaient pas tolérables, en tout cas pas dans la sphère publique et certainement pas à des heures de grande écoute. Ce consensus est brisé, il est en miettes aujourd'hui et c'est ça le grand changement, c'est-à-dire que l'on peut entendre à la télévision des choses qui sont impensables, des choses qui sont inexcusables. Et ce livre est le produit du constat de ce changement qui est à l'œuvre et qui est inimaginable en Allemagne. Et tout à l'heure, je vous parlais de la notion de réflexe, le micro qui tombe, on le rattrape, c'est de cet ordre-là. Ce livre, c'était une réaction à ce qui se passait non seulement en Allemagne, mais dans des mouvements, des partis, des actions plus générales à travers le monde. Et vous dites dans votre livre que peut-être, même si ça peut paraître modeste, l'une des manières de conjurer un peu le déploiement de cette violence, de cette haine, c'est notamment recréer des collectifs, éviter de laisser les victimes de ces violences isolées. C'est important pour vous de rappeler qu'il faut qu'elles se constituent dans un collectif. Est-ce que vous avez l'impression que, d'une certaine manière, votre travail, peut-être c'est un peu naïf de le penser comme tel, mais la théorie, le récit, l'écriture, le journalisme, le roman, la philosophie, la sociologie, les sciences sociales en général, est-ce que pour vous c'est une manière peut-être de participer à cet effort-là? Yeah, absolutely. I mean, I think if you look at the way others are being, let me start differently. When you're in a war and you see war crimes being committed, or you see a genocide, it's always about one group being marked and identified as. That's what you saw in Rwanda. That's what you saw in Bosnia, in Kosovo. You see one group suddenly being excluded because they have allegedly certain properties, because they believe in a different way, because they look in a different way, because they love in a different way. And it's a slow process of this kind of marking individuals as belonging to a collective, and that collective as being wrong or criminal or perverse or dangerous. And I think what it requires for people in the end to torture another, to mistreat another, to kill another, is to perceive him as non-human, as something really other. And so to some extent, writing with this, I think what Florence does, or what I try to do, is try to be so precise in order to make an individual visible again, to make the contours precise again, and to create an imagination that allows to see another person as what it is, a human being. Sorry, that was very long. Sans aucun doute, mon travail participe de ce mouvement-là. Quand on est dans une guerre, qu'on couvre une guerre, on voit se dérouler des crimes de guerre, des génocides, et systématiquement, ce qui se passe, c'est qu'un groupe est marqué, identifié, comme ayant des propriétés, des croyances, des manières d'aimer, d'être qui sont différentes, que ce soit Rwanda, Bosnie, Kosovo. Et donc c'est un processus lent par lequel on ostracise comme ça un groupe de personnes qui devient un collectif auquel on donne le nom de criminels, de mauvais, de pervers, de dangereux. Et au final, ce qu'il faut pour tuer, pour torturer une personne, c'est tout simplement de le voir comme étant autre, c'est-à-dire de le voir comme n'étant pas humain. Et donc, quand Florence écrit, ou dans ce que moi j'essaye de faire, c'est de trouver la précision nécessaire dans l'écriture pour rendre l'individu visible, pour en redessiner les contours et créer l'imagination nécessaire pour redonner de l'humain et de l'humanité à ces personnes-là. So I think it's no coincidence that very often what dictators or criminals or torturers do is they shape the hair, they
put people into cells that are dirty. They issue them numbers. They take away everything that is a sign of an individual identity. They wipe out and erase everything that could be human. And so I think what we are hoping to do, and I think also what was Zola's strength, was to refill, to offer so much material, so much poetry, so much, literature, in a fine way that allows to refill these figures with humanity again. Et ce n'est pas une coïncidence si les dictateurs, les tortionnaires, les assassins rasent les têtes de leurs victimes, les mettent tous dans des cellules qui se ressemblent toutes, qui sont sales, leur assignent un nombre, c'est pour éliminer un numéro, c'est pour éliminer tout signe de singularité humaine. Et ce que j'espère faire, et ce qui était la force de Zola, c'est de réinjecter, de remplir de matière, de poésie, de littérature, de finesse dans ces figures humaines-là. Florence, peut-être, sans présupposer que vous avez une fonction sociale, parce que peut-être ça peut aller loin, est-ce que quand même dans votre expérience, dans votre vie de journaliste, vous avez déjà éprouvé le sentiment d'avoir eu un effet important, j'allais dire positif sur une actualité, sur la marche du monde? Non, mais, Jamais. Et si c'est arrivé, de quelle manière ça a pu s'opérer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué dans votre expérience? Alors, je vais vous donner une expérience récente. Ouais. C'est depuis très longtemps, comme je pense nous tous, on le sait collectivement, et tout le monde le garde pour soi, personne n'en parle pour des raisons différentes, que les personnes âgées en maison de retraite ont des situations compliquées, parfois de maltraitance, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Et alors parfois certaines peuvent être bien, certaines personnes peuvent désirer y être placées, mais qu'en général, c'est une situation compliquée. Et à la fois, tout le monde ferme les yeux dessus, parce que la société, en tout cas la société française, ne sait pas trop comment le traiter, ne sait pas trop que faire des personnes âgées dans la société d'aujourd'hui. Les familles qui y placent leurs proches, y vont le plus possible, mais se disent j'y vais pas assez, de toute façon si je la mets pas là où est-ce que je la mets, ça devient dangereux pour elle d'être ailleurs, etc. Donc tout le monde éprouve une forme de culpabilité sur cette situation, sans pouvoir le résoudre vraiment. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intriguée, parce que comme beaucoup de Français, ma grand-mère est morte dans une de ces maisons de retraite, et ça reste pour moi quelque chose de terrible. Voilà. Et donc, il y a longtemps déjà. Et là, il y a quelques mois, il y a presque avant, là je suis en congé sans solde, donc il y a 7-8 mois, une fille m'appelle. Elle me dit voilà, bonjour, je travaille dans une maison de retraite à Foucheran. Alors, vous dites Foucheran, c'est à côté de Dole. Alors, on est en grève, on est 12 et on ne sait pas comment faire. Alors, ça semble une petite histoire par rapport à des drames bien plus graves comme l'héritage de Johnny Hallyday ou des choses vraiment dramatiques. Et donc, je me dis, tiens, ce problème auquel je pense depuis très longtemps, voilà une façon de le traiter. Parce que quand on est journaliste et qu'on se dit, voilà, je vais parler de ces maisons de retraite, on se retrouve un petit peu dans ce cas de figure dont je vous parlais pour les femmes de ménage. C'est-à-dire que si vous dites, regardez, dans les maisons de retraite, ça se passe mal, vous allez avoir une espèce de barrière contre vous où chacun va être renvoyé à sa culpabilité. Enfin, où voulez-vous que je mette mes parents? Et l'autre va dire, oui, mais enfin, vous savez, nous, on a beaucoup de travail, donc on n'arrive pas à s'en sortir. Oui, mais nous, on n'a pas beaucoup de budget, donc je ne peux pas embaucher d'autres personnes. Et donc, vous allez vous retrouver face à une impossibilité de résoudre la situation. Et donc, comme journaliste, vous allez pouvoir modestement, humblement, comme on le disait, comme un ver de terre, mettre le pied, si tant est que le ver de terre a des pieds, dans la porte de ces maisons de retraite. Et donc, je me dis, tiens, je vais aller voir ces 12 filles à un carrefour qui avaient dressé une petite tente devant leur maison de retraite. Et il se trouve que ces 12 filles faisaient la grève la plus longue de France.
C'est-à-dire qu'elles étaient en grève depuis 5 mois. Tout le monde s'en fichait absolument. Et donc, je vais à cette grève, et donc, là, les femmes me racontent, et c'est elles-mêmes qui le racontent, parce qu'elles sont à bout, parce qu'elles sont en grève depuis 5 mois, qu'elles ne sont pas payées, que leur famille part en... Voilà, que leur situation familiale est complètement en train de se détricoter, qu'elles voient qu'elles ne vont pas gagner, et là, elles se lâchent. Et elles racontent ça, elles racontent, voilà, nous, on a, pour lever quelqu'un, on a 1 minute. Donc voilà, on se dit tous les matins, qu'est-ce que je fais? Je lui lave les dents, je lui lave les cheveux, je lui change sa couche, mais j'ai pas le temps de tout faire. Le soir, quand je la couche, j'ai pareil 1 minute. Et elles ont cette expression très forte qui disent, on ne les met pas au lit, on les jette, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, on arrive à raconter cette histoire de l'intérieur, et non pas quelqu'un de l'extérieur, comme je l'aurais fait moi comme journaliste. Et donc, à partir de là, elles racontent ça, elles expliquent tout ça. Les familles sont toutes plus ou moins sommées de réagir. C'est-à-dire que quand on vous dit, voilà, je ne les mets pas au lit, je les jette, la famille qui va visiter son parent, il se retrouve dans une autre situation. C'est-à-dire, il dit, est-ce que je la laisse là? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que les choses sont au grand jour. Et donc là, dans cette maison de retraite, on a commencé, à partir de cette situation-là et des articles faits, on a commencé à mettre ce problème sur la table des EHPAD, etc. Alors, encore une fois, on n'en est pas... je ne vais pas vous refaire le coup du j'accuse et des 88%, mais la route sera longue, bien sûr. Mais en tout cas, elle est entamée, on a fait les premiers pas. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ça la grande difficulté. C'est comment, par quel biais, on va réussir à faire comprendre. C'est-à-dire que vous avez tous, enfin ceux d'entre vous qui fument, ont écrit sur leur paquet « Fumez-tu ». Je ne sais pas si ça a découragé beaucoup d'entre vous de renoncer à fumer. Et c'est vrai que c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, c'est comment, par quel biais, on arrive à se rendre audible ou à rendre audible une situation à un moment donné. Et force est de constater qu'on ne peut pas tout entendre tout le temps. Et qu'il y a un moment où ça arrive aux oreilles et où une situation se fait comprendre. Je vous donne un autre exemple très rapidement. Je faisais un reportage sur des femmes en grève dans une biscuiterie. Et ces femmes en grève me racontent, voilà, on est dans cette biscuiterie et on est, voilà, ça va être liquidé, cette biscuiterie va partir en Roumanie, on va toutes se faire virer. Alors toutes c'est 25, hein, mais c'est des situations concrètes, c'est des situations réelles. Et elles me disent, voilà, alors on discute de cette situation, elles me disent, voilà, mais nous ici, les femmes qui travaillent ici, elles gagnent toutes 10 centimes de moins que tous les hommes. Alors je dis, ah bon? Oh oui, mais c'est pas grave, c'est la tradition ici. Même le stagiaire, regardez Kevin, combien tu gagnes? Alors Kevin gagne plus que la douairière des femmes travaillant là. Alors je dis, ça vous choque pas? Oh non, c'est pas grave, etc. Et puis on continue à discuter, elle me dit, oui. Et puis chaque semaine, les hommes reçoivent, dans cette biscuiterie, un sachet de madeleine. Elles font des madeleines. Un sachet de madeleine. Et je dis, pas les femmes. Non, pas les femmes. Alors, je dis, c'est quand même surprenant. Oh non, nous, c'est pas grave, on les pique, oh là là, on va pas en faire toute une histoire, etc. Et donc, je fais cet article en racontant ça. En racontant, d'une part, qu'elles sont payées 10 centimes de moins. Effectivement, on peut dire que c'est pas beaucoup. Qu'elles ne reçoivent pas de madeleine, on peut trouver ça un détail. Et quelle est leur réponse? Et ces femmes m'en ont extrêmement voulu. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit, on a lu votre article, on a l'air d'imbéciles. Parce qu'on tend un miroir aux gens dans lesquels ils disent, c'est vrai, peut-être je devrais protester, et est-ce que, voilà, elles se sont senties humiliées. Elles m'ont fait une pétition en disant, voilà, vous nous avez traités de, voilà, pas d'esclaves, mais de personnes ne sachant pas se défendre, etc. Et donc j'y suis retournée pour leur dire, voilà, pourquoi j'ai fait ça. Parce que ça me semblait aussi important que l'usine partant en Roumanie, la condition du travail des femmes, ne fût-ce que si c'était 10 centimes et un sac de madeleine. Et on a longuement discuté, et plusieurs entreprises après, femmes dans les entreprises m'ont écrit en disant, voilà, j'ai honte de vous dire que nous aussi, on est payé 20 centimes de moins que les hommes. Alors, on a souvent tendance à dire, les femmes cadres sont payées moins cher, 30% de moins que les hommes cadres. Oui, mais ça passe aussi par ça et par ces petites humiliations quotidiennes dont parfois on n'a pas conscience
et dont parfois aussi on n'arrive pas à se débrouiller. Et pour moi, parler de ces 10 centimes et de ce sac de Madeleine est une grande victoire. Ouais, je comprends. On en revient à ce qu'on disait au début sur le goût l'importance du détail, Exactement. de la description précise, de la précision. Je vois que l'heure avance et qu'on est quand même normalement censé vous offrir la parole. Donc, je crois qu'il y a des micros qui circulent, donc vous levez les mains et on y va. Et avant que vous preniez le micro, je lisais, pour rebondir sur ce que vous disiez, Florence, tout à l'heure, sur la radicalité de vos dispositifs de journalistes pour dire des choses très simples. Je disais dans Philosophie Magazine une citation de Martin Heidegger, c'est bizarre, qui disait Je sais pas comment le prendre. Le chemin des choses proches a de tout temps été, pour l'homme, le chemin le plus long et le plus difficile. Eh ben c'est vrai. C'est assez beau. vrai. Et c'est Clément Rosset C'est très vrai. qui revendiquait ça. Et c'est intéressant, je trouve, pour aussi le métier de journaliste d'y penser. La parole est à vous. Si vous avez des questions à poser, s'il y a des étudiants en journalisme dans la salle, il faut y aller là, hein, parce que vous allez apprendre des choses. Je ne vois pas là où là-haut, à gauche. Ah, monsieur. Non, en fait, je vois pas. C'est où? Si. Là, ici. Ah. Ah, c'est ici. Pardon, excuse-moi. Il y a en bas là, on a deux personnes, deux monsieur assis ici. Là, 5e rang, là. Ouais. Monsieur à gauche. Vous avez une voix de ténor. Ok, Ouais. super. Je voudrais demander à l'experte en information, qui est Florence Aubenas, ce qu'elle pense de l'information dont on bénéficie aujourd'hui. Nous, Français moyens de Mâcon, quand on sait que l'information, quand on voit comme elle est filtrée aujourd'hui, venant de la source que sont Macron d'un côté, Mélenchon de l'autre, qui choisissent leurs journalistes et qui trient sérieusement ces informations. Que pensez-vous de la qualité des informations qui nous sont diffusées? Alors, je pense deux choses. Je pense d'abord que les Français de Mâcon, comme d'ailleurs, les Français moyens ou pas moyens, mais en tout cas que les Français n'ont de fait pas l'information qu'ils méritent. Et vous le savez, l'association Reporters sans frontières fait tous les ans le classement des pays où l'information est la moins libre et que la France doit être cette année 38e ou quelque chose de glorieux comme ça, après certains pays comme l'Ukraine ou je ne sais quoi. Enfin bon, en tout cas on est très mal placé et c'est lamentable. Donc ça c'est la première des choses. Et aujourd'hui, ce qui se passe en France, de mon point de vue, c'est que longtemps on a vu les problèmes d'information comme des problèmes de censure. C'est-à-dire que des gens nous empêchaient de savoir ce qui se passait vraiment, que ce soit dans la sphère économique, la sphère politique, etc. Et que nous avions à nous battre pour révéler, c'est-à-dire pour chercher une information, la révéler et la mettre sur la place publique. Et aujourd'hui, le drame de l'information, le drame des journaux, ou en tout cas un de ces drames en France, est l'abondance d'informations. C'est-à-dire que nous ne sommes plus asséchés, nous sommes noyés. Et donc, vous voyez par exemple une manifestation qui a lieu à Paris du 5 mai. Vous avez 5 chiffres, mais moi c'est 160 000 personnes qui y sont, mais non, moi c'est 40 000, et moi c'est 30 000, et moi c'est... Et vous avez une pléthore de chiffres où tout le monde dit « Ah ben, on va être d'accord, c'est invérifiable ». Mais non, c'est pas invérifiable. C'est vérifiable combien il y a de personnes à une manifestation. Et cette espèce de manière comme ça de noyer les choses par trop d'informations est un réel problème aujourd'hui pour un journaliste. C'est-à-dire que vous avez à l'Élysée aujourd'hui la personne qui s'occupe de la presse, qui s'appelle Sibeth Ndiaye et qui est la chargée de com, enfin la principale chargée de com d'Emmanuel Macron, dit, je vous fais une de ces citations, 2 points, ouvrez les guillemets, « Mon métier est de mentir aux journalistes ». Donc, à partir de là, les choses deviennent compliquées. Et c'est vraiment ça le problème. Son problème n'est pas de cacher aux journalistes, il est de produire de la communication sans cesse. On en revient à la guerre de 14, où au ministère de la guerre, puisqu'il s'appelait comme ça à l'époque et non pas de la défense, on avait embauché 5000 conseillers, vous avez bien entendu 5000, c'est-à-dire un village ou même un gros bourg, pour raconter l'histoire de la guerre. Eh bien, c'est à peu près ça aujourd'hui. On en est revenu à cette fameuse guerre de 14. Et je pense que qu'aujourd'hui, c'est pour moi ça dont on souffre en France. C'est cette surabondance, cette
la communication a imbibé le journalisme et l'a tourné. Enfin, à chaque manifestation, à chaque chose, vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent les choses ont débordé, ça doit être l'extrême droite, non, désolé, c'était pas l'extrême droite. Voilà. Tout le monde produit des informations, quitte à dire désolé, je m'excuse, c'était pas ça, mais si, c'était ça. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là, et vous avez raison, on n'est pas informé en France comme on devrait l'être. Oui, toutes les deux, vous avez parlé de rendre visible ce qui n'est pas visible. Et je suis frappé par le fait que, par rapport à votre métier de correspondant de guerre, ça me rappelle une intervention de Jean-Claude Guilbeault qui était venu ici à Cluny il y a quelques années et qui nous avait commenté son livre sur la guerre, et où il dit sa fascination au départ, enfin donc un aspect de fascination, et puis en fait après il réfléchit. Et donc je voudrais vous poser la question, comment rendre visible en fait ce qui, chez nous, en fait, crée les guerres? Parce que, et Caroline Emmerich, vous avez parlé du fait que si ça se passe loin de chez nous, finalement ça n'intéresse personne, etc. Enfin, voilà, ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc. On pleure, on dit c'est horrible, etc. Mais c'est tout. Par contre, si vous revenez de là-bas et puis vous dites, mais dans le fond, les armes, d'où elles viennent? Elles viennent des marchands d'armes. Et les marchands d'armes, c'est qui? C'est les États-Unis, c'est la France, etc. Et quand vous allez en France et vous mettez en cause les marchands d'armes, on vous dit oui, mais ça crée des emplois, etc. Donc on ferme les yeux là-dessus, etc., etc. Et pour avoir des armes, il faut avoir de l'argent. Donc c'est aussi la prostitution d'une part, la drogue et les migrants. Et la drogue et les migrants, la drogue, elle est consommée où? Elle est consommée en France, elle est consommée aux États-Unis, etc. Et les migrants, qui sont des gens invisibles, jusqu'au jour où ils arrivent dans le village, et c'est le cas dans mon village, et ils découvrent qu'il y a un migrant. Ah non, c'est pas un migrant, c'est Jean, c'est Monique, c'est ceci, c'est cela. Donc on rapproche des gens, et à ce moment-là, quel rôle vous pouvez avoir pour rendre proches ces conflits lointains à travers notre responsabilité? Caroline, Yeah. bienvenue à bord. You start. Huh? Vive Macron. No, you start. Non, comment? Okay. No, just to make sure they got the question right. The question is, how do I make the foreign conflicts visible here, or how do I make the conflicts here visible? How do you Bon, je vais commencer à vous répondre. C'est tout ce mécanisme de marchand d'armes, de profiteur de guerre. Hein. Il est. Alors après, c'est toujours assez énervant quand des journalistes vous disent mais on a déjà écrit là-dessus. Mais de fait, pour partie, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez actuellement Lafarge qui est mis en examen et qui est une affaire qui est quand même. On en parle dans les journaux. Il y a une chose que je trouve extrêmement frappante et qui va dans votre sens, mais qui sont aussi des données publiques, hein, qui sont l'Afghanistan, moi qui est un pays qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une situation très particulière dans laquelle beaucoup de pays occidentaux se sont impliqués. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les milliards donnés à l'Afghanistan pour sa reconstruction sont quasiment intégralement reversés à des entreprises occidentales qui reconstruisent l'Afghanistan là-bas. C'est-à-dire que quand on fait une route en Afghanistan, ce ne sont pas les Afghans qui posent, pourtant ça ne nécessite pas une grande technologie, qui badigeonnent de goudron la future chaussée. C'est une entreprise venue de France qui va récupérer de l'argent et créer de ce fait de l'emploi. Et donc, je vous dis, je crois que je ne crois pas me tromper de chiffre, je crois que 95% de l'argent versé revient par la bande à des entreprises occidentales qui le versent. Donc ce qui est donné d'un côté est repris de l'autre. Donc c'est sûr. Et les Afghans regardent des travailleurs venus d'ailleurs, protégés par des sociétés de sécurité, etc. etc. Donc je pense qu'on en parle. Et alors là, on arrive à peut-être pas assez, mais en tout cas, c'est sur la place publique. Enfin, je veux dire, c'est pas une donnée cachée ou à découvrir. Et alors là, je vais me permettre de faire une petite aparté, c'est-à-dire que c'est sûr que nous, on peut écrire ce qu'on veut, et la presse, et on l'a vu tout au long de cette conférence, n'est certainement pas ni angélique, ni une école de la précision et de ce genre de choses. Mais il y a aussi, en face de nous, il y a aussi d'autres gens qui sont vous, qui sont les lecteurs. Et s'informer, c'est quelque chose d'actif.
Et c'est pas simplement « Ah ben moi je suis pas au courant parce que voilà ». Vous n'êtes pas obligé de regarder BFM, vous n'êtes pas... Enfin, j'ai regardé BFM, hein, mais vous pouvez vous informer, vous pouvez lire des livres, vous pouvez rechercher des journaux qui ont travaillé là-dessus. Il y a aujourd'hui disponible des publications sérieuses qui vous renseignent là-dessus. Et je pense que pour partie, c'est aux lecteurs aussi de faire leur travail de lecteur et d'avoir une lecture qui n'est pas purement passive et d'attendre que l'information tombe comme la pluie. La lecture d'un journal, l'écoute d'une radio ou d'une chose est quelque chose qui doit vous rendre intelligent et qu'on doit faire aussi comme ça. Et je trouve que souvent, et moi la première aussi, je me dis « Oh, personne n'a parlé de ça ». Eh bien si, parfois les gens en ont parlé, mais la lecture est un acte actif, courageux aussi. Et donc on est sans doute en tort, mais je pense que chacun doit aussi faire son boulot. Et lire en est un. I love being on stage with Florence because she says these things that I would never dare to say. J'adore être ici sur scène avec Florence parce qu'elle dit des choses que je n'oserais jamais dire. J'arrive même pas à le dire moi d'ailleurs. Sorry, I needed a while to properly understand the question. But I think there's also another way to respond, and that is to say, I mean, on one hand, yes, I totally agree with you, and I say, we deliver a description and then it also requires the reader to act. But I think there is also another explanation, and that is some of what I think you rightfully demand, that there are articles who really also show the connections between the wars, between exploitation of workers, slavery abroad, and companies or politicians who make decisions here. This is technically, as a journalist, not that easy and not that cheap to describe. I'll let you then explain. Et je suis d'accord avec vous, oui, nous livrons de la matière et c'est aussi à vous en tant que lecteur d'avoir un comportement et d'être actif en tant que lecteur. Après, je suis d'accord avec vous, vous demandez à juste titre que l'on écrive des articles, qu'il existe des articles qui montrent des liens entre les guerres, l'exploitation des travailleurs, les entreprises qui en font leur beurre ici. Mais ça exige du côté journalistique énormément d'argent et de moyens. I'll give you an example. First the systematic point and then I give the example. The systematic point is you need a paper that pays for the research, and the research will require weeks and weeks and weeks long research here, and then proving how, take a weapon example, how the weapon arrived in Turkey, German weapons, for example. So it means you will not be able to write on a weekly basis on something else. It will mean whatever kind of request and assignment comes in, you have to say no. And it means it's really expensive. There aren't that many papers anymore who have the money to fund such a thing because there are so many readers who think journalism is for free. And to give... Sorry, I'll let you and then I'll give the example. Et pour ce faire, donc pour mener ces recherches à bien, il faut des semaines et des semaines et des semaines d'enquête pour savoir l'origine des armes qui passent par la Turquie, dans le cas de l'Allemagne par exemple. Et ces recherches qui prennent comme ça des semaines empêchent par ailleurs le journaliste ou la journaliste de se pencher sur son article hebdomadaire ou d'accepter une autre mission qui tombe à ce moment-là et qu'on lui propose. Et le journal doit financer ces recherches-là, qui sont extrêmement onéreuses, dans un monde dans lequel les lecteurs pensent que la presse essentiellement est gratuite. And I'll give you an example. I wanted to write and research on Haiti, on the earthquake
that occurred in Haiti, and the international community promising money and saying they would do nation building in Haiti after that earthquake. And so, but if you want to really look at, this is the promise by the international community. They want to rebuild Haiti after the earthquake. They promise billions of dollars that the UN should then collect and then distribute. Basically, I spent a whole year traveling from Berlin to Haiti every, 6 to 8 weeks. I went back to Haiti and looked at, in that case, at one street in a poor neighborhood in Port-au-Prince to see how nation building actually looks like on the ground in one street. So it basically required to have a newspaper to fund trips every 2 months to travel to Haiti to look at, did the money actually arrive? Did all the countries pay the money? Did it then arrive in the poor neighborhoods in Port-au-Prince? Where was the money spent? To give you the punchline, the street looked worse after 12 months. There was no nation building, there was no village building, there wasn't even street building. But of course, one has to say, I agree with you, this is what needs to be done, but it's really expensive. And you need funding to be able to do that, and not all papers can still do that. Je vais vous donner un exemple. J'ai souhaité et j'ai tenté de mener des recherches à Haïti après le tremblement de terre. La communauté internationale avait promis des milliards de dollars pour la reconstruction. Donc j'ai passé toute une année à faire des allers-retours entre Berlin et Haïti. Toutes les 6 à 8 semaines, je m'y rendais pour enquêter dans une rue particulière de Port-au-Prince pour voir comment se passait la reconstruction. Cette démarche-là demande énormément d'argent pour pouvoir financer les allers-retours, pour que je puisse vérifier si l'argent est bien envoyé au bon endroit, si tous les pays ont bien payé et si à Port-au-Prince l'argent est canalisé et envoyé au bon endroit. Et pour vous donner le fin mot de l'histoire, à l'issue de cette année de recherche, la rue en question était en pire état à la fin qu'elle ne l'était à l'origine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'ombre d'un bâtiment qui avait été construit. Et pour pouvoir enquêter là-dessus, et vous avez raison, c'est nécessaire de le faire, il faut trouver un journal qui puisse se permettre de financer ce genre de travail. Et ça ne court pas les rues. Alors, moi, ma question, elle porte plus sur le thème de votre profession. J'ai 17 ans et je voulais savoir qu'est-ce que vous pourriez dire à moi, jeune, qui voudrais me lancer dans le métier de reporter. Ça, c'est une question précise et directe. Ouais. Alors, on prend la deuxième, on enchaîne et on les prend en écharpe après, ok? Allô, ça marche, oui. Une seule question très simple. Ouais. Pourquoi, Madame Emke, ne parlez-vous pas en allemand? Parce qu'elle a sa traductrice préférée qui est une anglophone. C'est la réponse, plus ou moins? Ouais. Ok. Et il y avait une question d'une jeune fille, là, j'avais vu une main levée dans la salle, là. C'est bon. Madame là en bas, là, voilà. Bonsoir. Donc moi, ça complète la question de la jeune fille. Quel conseil vous donnerez aux futurs journalistes? Surtout, ce matin, on a appris que vraiment, le nouvel j'entends rien. Pardon. Les influences, il y a une autre question. il y a un hebdomadaire ce matin qui a annoncé qu'il a arrêté ses publications du nom de Vraiment. Et tout comme Hebdo. Un mois de publication. Voilà, exactement. Ils ont fait 8 numéros. Et Hebdo, 2 mois. Hebdo, c'était 11 numéros. Donc face à ça, quand on est des jeunes étudiants qui souhaitons devenir journalistes, voilà, quels seraient vos conseils et comment réagir face à cette crise de la presse? Est-ce que pour vous la presse papier est vraiment morte? Voilà. Alors la presse écrite est morte ou pas? C'est une question que les journalistes se posent depuis 10 ans tous les jours, hein, et personne n'a la réponse, hein, entre nous.
So shall I speak German now? That's not going to work. Alors, Florence est germanophone, peut-être tu peux nous traduire l'allemand, parce que c'est bonne en allemand. Ah, ok. Non. On va pas parler d'éducation nationale en plus. Okay. Je l'ai appris à l'école, hein. Okay, God, the question about how to become a reporter. Don't ever listen to any advice any reporter gives you about how to become a reporter. Pour ce qui est de la question sur votre avenir de reporter, je dirais ne prenez jamais en considération le moindre conseil que pourra vous prodiguer un reporter. I can only say for me, but that's not representative, I think, and definitely not in France. I never studied journalism. In Germany, I would say one of the great evils of journalism is journalism schools. And I can say from my perspective why, because they treat journalism as if it was about texts, and it's not about texts. The text, arrive somewhere at some point, and they're bloody difficult, but that's not what it's about. But I really have no advice. I'm extremely happy that I'm allowed to do this. We should. I don't know if we were strong enough in saying that. That is. I don't know. I think I couldn't do anything else, probably. But it's for me. It's the most beautiful and rewarding and painful and haunting profession. T'as oublié là, tu sais plus. Alors, à titre personnel, mais je sais que ce n'est pas le cas en règle générale en France, moi je n'ai pas étudié le journalisme, et je pense qu'un des grands mots MAUX en Allemagne, ce sont les écoles de journalisme, parce que de mon point de vue, là-bas en Allemagne, on nous dit que le journalisme, a pour sujet, a pour objet le texte. Or, ce n'est pas le cas. Le texte arrive à un moment donné dans la ligne de réflexion, mais ce n'est pas le sujet du journalisme. Je n'aurai pas de conseils à vous prodiguer. Je suis très heureuse et j'espère qu'on a suffisamment, vous et moi, insisté sur ce point ce soir. Je suis très heureuse d'exercer ce métier. Je ne me verrai pas en exercer un autre. C'est un métier très beau, très gratifiant, très douloureux à la fois. Et j'espère vous l'avoir transmis ce soir. Florence, ton avis sur le journalisme? Un discours à la jeunesse. Oui, c'est ça. Alors, la première chose sur la presse écrite, c'est vrai qu'on peut se dire que 2 journaux ont cherché à se lancer et ont échoué, mais on peut aussi se dire que 2 journaux ont cherché à se lancer. Alors, c'est pas parce qu'on cherche à se lancer qu'on réussit, mais en tout cas, il y avait suffisamment de voyants au vert, de personnes pour investir et de volonté pour le faire, pour que ces tentatives aient lieu. Je veux dire, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas, et là, ça fait plaisir de voir que ça l'a été, et je pense que ça témoigne en tout cas aussi d'une envie de presse écrite. Donc on peut voir ces échecs non pas comme une fin de non-recevoir, mais comme, voilà, tout projet n'est pas réussite. Hein, on le voit, on peut ouvrir une boulangerie et pas réussir, c'est pas pour autant que le pain, on n'en mangera plus. Donc là, je pense que c'est juste que ces projets n'étaient peut-être pas ce qu'ils auraient dû être, ou en tout cas pas viables, mais je suis persuadée, et moi je m'en rends compte dans la profession, dans ce qui se dit de la profession, c'est qu'il y a au contraire à la fois ce double mouvement qui est une espèce de grande méfiance face aux journalistes. La défiance n'a jamais été aussi grande, la mise en cause n'a jamais été aussi grande, et à la fois l'envie d'en faire n'a jamais été aussi grande aussi. Et vous en êtes toutes les deux avec votre question comment se lancer, vous en êtes aussi les témoins. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est-à-dire que très souvent, je vais dans des collèges ou des lycées pour raconter un peu mon métier.
Et là, au moins, on pose des questions sérieuses. Non, je plaisante. Et les gamins, donc vous dites, ouais, mais les journalistes, c'est des vendus. Commence une litanie de critiques toutes fondées de mon point de vue. Et à la fin, je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire. Ils me disent journaliste. Et on vit aujourd'hui, je pense, ce double mouvement. Je pense que la question aujourd'hui, elle n'est pas de demander à quelqu'un comme moi ou à Caroline que faire pour devenir un jeune journaliste. Je pense que c'est vous qui allez nous donner la réponse. C'est-à-dire que on est un peu, nous, comme ce qu'on dit les parents quand ils élèvent les enfants. C'est-à-dire que l'éducation a toujours une génération de retard. Et je pense que cette voie-là, j'allais presque dire, c'est nous qui comptons sur vous. Et mon seul conseil serait lancez-vous. Vous avez raison. Et c'est vous qui allez nous apprendre comment faire maintenant. C'est-à-dire que heureusement qu'il n'y a pas une voie du journalisme toute tracée. Heureusement qu'il n'y a pas une méthode que je vais vous livrer là tout de suite et qui va vous donner un pass pour rentrer immédiatement, bipé pour rentrer dans une bonne rédaction, etc. La voie, c'est vous qui allez l'inventer. Et quelque chose me frappe beaucoup parce que je reçois et j'ai cette volonté de recevoir au Monde, au journal Le Monde, des journalistes qui n'ont pas fait d'école. Il y a un peu cette problématique autour des écoles aujourd'hui, où je pense qu'effectivement il y a tout un tas de problèmes, ça nous amènerait trop loin de les évoquer, mais en tout cas que ça pose. Et qu'en tout cas, il y ait certes une voie scolaire, classique, etc., mais aussi une autre voie, de gens qui veulent rentrer par la fenêtre. Et cette voie, elle est importante qu'on la maintienne vivante. C'est un des métiers où c'est possible. C'est-à-dire, c'est pas comme architecte où il faut des données techniques. Journaliste, on peut encore le faire comme ça et il faut le faire comme ça. Donc, il faut qu'il y ait une série de jeunes gens qui puissent rentrer de cette manière-là. Et donc, je le pratique au Monde avec, on prend régulièrement 3 par an, jeunes gens qui n'ont pas de formation et qui veulent rentrer comme journalistes. Et une chose me frappe beaucoup, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé et j'ai fait une école, on écrivait, nous, comme écrivaient des journalistes 30 ans avant nous. Ne fût-ce que dans la plume, dans la façon de construire un papier, etc. C'était comme ça. Et les journalistes, aujourd'hui, qui rentrent comme ça, écrivent totalement différemment. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à écrire à la première personne qu'on n'avait pas du tout, et qui est influencé par le fait qu'il y ait des blogs, qu'il y ait du Internet, qu'il y ait un autre rapport aux choses. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et cette invention, elle est de votre côté. Elle est de votre côté. Et en quelques années, la façon d'écrire a déjà changé, la façon d'enquêter a déjà changé. Alors elle tâtonne, elle n'est pas parfaite, etc. Mais tant mieux. Je veux dire, ce serait terrible si vous débarquiez dans une profession sans rien avoir à inventer. Et vous avez la chance d'être à une période où l'invention est possible. Parce que les supports sont autres, parce que les choses sont là. Ne soyez pas désespérés, vous avez une sacrée chance, je pense. Et saisissez-la. Et lancez-vous, et je vous dis pas ça pour faire un beau discours et quelque chose de lénifiant pour vous taper dans le dos et vous ébouriffer en disant « tu vas réussir ma petite ». Je pense que c'est sincèrement vrai. Que nous, il y avait peut-être plus de place, mais moins d'invention. Vous, il y a moins de place, mais plus d'invention. Et c'est votre chance. Et donc, voilà, c'est pas un conseil, c'est... j'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Caroline ? Just to add one tiny little detail to make it more confusing. J'ajoute juste un tout petit détail pour brouiller encore plus les pistes. When I already worked for 20 years as a journalist, I heard that Florence Aubenas had given a lecture in a school about what it means to be a journalist. Au bout de 20 ans à exercer le métier de journaliste, j'ai entendu dire que Florence était intervenue dans une école pour répondre à la question qu'est-ce que le journalisme. And I think it exists in 2 versions. I think it exists on YouTube, and I think there's a text. So I was sitting in Berlin, and she doesn't know this, of course, the story. So I sat in Berlin in my office and said, okay, Florence Aubenas is explaining what it means to be a journalist. Let me see if I can figure this out. So I watched it, and I thought, oh, that's what it means to be a journalist. And so I think... You know, there are certain rules, and they may help you to figure something out, and there are maybe certain models from a different generation
that might help. But in the end, you have to unlearn everything they taught you to make sure you find your own voice and have the courage to express it. Et donc ce texte de l'intervention de Florence existe sous deux formes, sur YouTube et texte écrit, donc vous ne connaissez pas l'histoire mais je la raconte. Et donc j'étais à Berlin et je me dis, enfin je vais peut-être pouvoir comprendre ce qu'est le métier de journaliste. Donc j'ai regardé l'intervention et je me suis dit, c'est ça d'être journaliste. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe certaines règles qui pourraient éventuellement vous venir en aide pour comprendre de quoi il retourne, mais en fin de compte, le propos, l'idée, c'est de désapprendre tout ce que vous savez afin de trouver votre propre voix et de trouver le courage de l'exprimer. C'est sur ces derniers mots qu'on va se quitter. On va remercier infiniment Caroline et Florence de nous avoir éclairés sur le métier de journaliste. Yeah. Et la taille d'autrice, évidemment. Excellent. Il y a une signature des auteurs si vous avez envie de les rencontrer maintenant, et bonne fin de festival. Merci, bonne soirée.